Bonjour, et soyez les bienvenus dans Xenius, dans le Grand Nord. Ou presque aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Oui, pour Xenius, nous nous sommes aventurés jusqu'en Norvège, jadis terre des Vikings, notre sujet du jour. Si pour vivre à l'heure viking, nous arrivons avec environ 1000 ans de retard, nous allons quand même essayer de comprendre à quoi ressemblait leur quotidien. Figurez-vous qu'ici, à Seljord, un lycée propose une formation pour apprendre le savoir-faire des Vikings par un expert de première classe. Nous allons voir qui étaient vraiment les Vikings et surtout comment ils vivaient. De nombreux mythes entourent les redoutables hommes du Nord. Alors commençons par démêler la légende de la réalité. Mythe numéro 1, les Vikings étaient un seul et unique peuple. Non, pas vraiment. Les populations que nous appelons aujourd'hui Vikings vivaient dispersées le long des côtes de l'actuelle Scandinavie. Leur sentiment d'appartenance se limitait à leur clan familial et, quand il y en avait un, à leur roi. Il n'y a donc jamais eu de nation viking au sens strict du terme. Vikinger, selon l'orthographe de l'époque, veut dire en vieux norrois « guerrier des mers qui part pour un long voyage loin de son foyer ». Le mot viking désignait la razzia en elle-même. Mais tout le monde ne prenait pas la mer. La plupart des hommes du Nord étaient paysans ou commerçants. Ils n'embarquaient pour une campagne de pillage que poussés par la nécessité, lorsque la récolte avait été mauvaise ou que les réserves pour l'hiver étaient insuffisantes. Les vrais Vikings ne représentaient sans doute que 5% de la population. Mythe numéro 2. Les Vikings étaient des géants blonds coiffés de casques à cornes. Pour commencer, les Vikings n'ont jamais porté ce genre de casque. Cette image d'Épinal est apparue à la fin du 19e siècle lorsque Richard Wagner a créé l'anneau des Nibelungen, inspiré de la mythologie nordique. C'est le costumier qui, lors de la première, aurait eu l'idée du casque à cornes et a ainsi lancé la mode, ou plutôt le mythe. Dans la réalité, ces cornes auraient plutôt mis en danger nos valeureux guerriers. De toute façon, la plupart de ceux qui embarquaient pour un raid n'avaient pas les moyens de s'offrir de quoi se protéger la tête ou même une cotte de maille. Et étaient-ils les géants que l'on prétend? Comparés aux standards actuels, les hommes du Nord étaient plutôt petits, 1,72 m en moyenne. Mais à leur époque, c'était une demi-tête de plus que les autres Européens. Pourquoi? Certains avancent l'hypothèse que les Scandinaves bénéficiaient déjà à l'époque d'une alimentation riche en protéines. D'autres pensent que seuls les Vikings grands et forts embarquaient pour les raids. Les populations européennes n'auraient jamais rencontré les gringalets restés au pays. Toujours est-il que nos grands gaillards faisaient forte impression, à tel point que les empereurs byzantins avaient recruté une garde personnelle composée entièrement d'hommes du Nord. Quant à la couleur de cheveux, les blonds et les roux étaient nombreux. Mais ils ne le devaient pas forcément à la nature. Le savon caustique avec lequel les Vikings se lavaient les cheveux et la barbe, en plus d'éliminer les parasites et autres petites bêtes, avait tendance à éclaircir le poil. Mythe numéro 3. Les Vikings ingurgitaient des litres d'hydromel. Cliché quand tu nous tiens. Certes, les Vikings ripaillaient à cœur joie, mais ils avaient intérêt à lever le pied sur l'hydromel, et ce, pour une raison bien simple. Ces ingrédients, le miel et les céréales, n'étaient souvent disponibles qu'en quantité limitée. On réservait les céréales à la fabrication du pain ou du gruau. Les Vikings se rabattaient sur la bière et sur le vin, rapportés de leurs expéditions dans le sud de l'Europe. Un produit de luxe que seuls les nantis pouvaient toutefois s'offrir. Mythe numéro 4. Les Vikings étaient des combattants guidés par l'honneur. En réalité, les hommes du Nord étaient plutôt des commerçants durs en affaires. La frontière entre commerce et pillage était souvent floue.
Il arrivait que les Vikings débarquent pour acheter une marchandise et l'occasion faisant le larron, qu'ils repartent sans bourse déliée. Les Vikings se montraient aussi prêts, en échange de quelques menus cadeaux, à renoncer au pillage à répétition. Une offre qu'il valait mieux ne pas refuser. Et mythe numéro 5, les Vikings sont toujours parmi nous. Disons que si les Vikings peuvent encore nous passionner, les authentiques pirates de la mer Baltique ont bel et bien disparu. À partir de leur base, les Vikings avaient réussi à s'installer un peu partout en Europe en tant que commerçants et guerriers. Mais les souverains scandinaves, forts d'une nouvelle autorité, ont fini par interdire les razzias. Bases et comptoirs ont été abandonnés. Partout en Europe, sauf en Islande, les Vikings se sont mêlés aux populations locales, laissant toutefois derrière eux une empreinte durable. Après ce que nous venons d'entendre, je me demande si tu n'aurais pas des ancêtres vikings dans ta famille, ma petite Dörte-Dottir. Oui, mais peut-être que toi aussi, Pierre-Osson. La Normandie ne doit-elle pas son nom aux hommes du Nord qui sont venus s'y implanter? Oui, sauf que je ne viens pas de Normandie, enfin pas à ma connaissance. Nous allons maintenant passer à la pratique, ici au lycée de Seljord, puisque nous allons rejoindre les 19 élèves qui suivent pendant 9 mois une formation viking. Oui, c'est parti pour un cours d'essai avec notre expert en vikingologie, Jeppe Garli. Ah, le voilà. Bonjour. Bienvenue à Seljord. Enchanté. Bonjour Jeppe. Jeppe, je dois vous avouer que je suis un peu déçue. Je m'attendais à voir surgir un viking terrifiant et vous débarquez en jean et en sweatshirt. Nous voulons justement casser cette image traditionnelle et montrer une autre facette des Vikings, pacifiques et habiles de leurs mains. L'objectif du cursus est de faire revivre leur histoire à travers leur artisanat. Donc, pas de place ici pour la violence et les combats. Désolé. C'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, c'est ça? L'archéologie expérimentale consiste en effet à reproduire les techniques d'époque, notamment pour l'artisanat. Les élèves apprennent à coudre des vêtements à la main et à les teindre avec des pigments végétaux. Ils apprennent aussi à forger des couteaux, des briquets à silex et divers outils. Ils travaillent également le bois. L'éventail des matières est très large et se fonde sur les découvertes archéologiques de l'ère viking. Ah, on est dans la salle de classe. Oui, c'est la salle de classe. Nous devons souvent faire appel à notre imagination et travailler à partir d'hypothèses, car les incertitudes sont nombreuses. Je peux te demander pourquoi tu as décidé de suivre une formation de viking? J'ai toujours été intéressé par l'histoire et par les Vikings. C'est l'occasion d'aborder le sujet sous un angle différent et de pouvoir ensuite transmettre ce que j'aurais appris. Et toi? C'est parce que je m'intéresse au patrimoine et à l'histoire de la Scandinavie. Je fabrique un petit coffre. Quand la théorie laisse place à la pratique. Bienvenue dans l'atelier du forgeron. Je vous ai préparé un petit défi. Tout à l'heure, vous devrez allumer un feu comme je l'ai fait ici. Mais auparavant, vous allez devoir forger un briquet à silex. Cet outil permet, en le frappant contre un éclat de silex, de produire des étincelles. C'est la première étape pour allumer un feu. Ça, c'est le mien, Patouche. À vous de fabriquer le vôtre. Lequel de nous deux a gagné selon toi? Je dirais match nul.
Le tien est un peu plus proche de l'original. Oui, mais le tien est plus original. Nos briquets à silex tout chaud, tout beau. C'est un bon début. À quoi pouvait ressembler le quotidien d'un village viking? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Le musée viking de Haithabu, dans le nord de l'Allemagne. Dans ce village reconstitué, on découvre comment les Vikings vivaient, ce qu'ils mangeaient et quelles étaient leurs activités. Avant chaque repas, on commençait par allumer un feu, avec un silex, de la pyrite ou un briquet à silex et un morceau d'amadou, une corvée fastidieuse. La cuisine, la maison et la cour étaient le domaine des femmes. Les enfants n'allaient pas à l'école, mais participaient aux tâches ménagères, comme moudre le grain. L'alimentation se composait essentiellement de pain rond et de bouillie de céréales, mais aussi de viande et de poisson. La maîtresse de maison devait d'abord se procurer les denrées de base, en les cueillant dans les environs ou en les achetant, puis elle devait les préparer. Il lui revenait également d'assumer toutes les tâches liées au foyer. Les Vikings constituaient des réserves et conservaient la viande, notamment en la fumant. Dans les maisons, point de cheminée. La fumée s'échappait par un trou dans le toit. La pièce principale servait aussi de chambre à coucher. La nuit venue, toute la famille se blottissait dans un grand lit de bruyère sous des fourrures et des couvertures de laine. La plupart des foyers vikings possédaient un petit lopin de terre où travaillaient des esclaves qui cultivaient l'avoine, l'orge et la fève. Les esclaves arrivaient par les bateaux de commerce de tous les pays et étaient vendus en tant que marchandises. Ils jouaient un rôle important dans les foyers de cette époque, puisqu'ils effectuaient de nombreuses tâches subalternes. Et certaines sources nous rapportent que des esclaves ont réussi à gravir les échelons de la société. En plus des poules, de nombreux Vikings élevaient des vaches qui leur fournissaient, outre le lait et la viande, une autre matière première fort utile. De la bouse, très précieuse pour la maçonnerie. Mélangée à de la paille, du sable et des algues, elle formait un matériau idéal pour colmater les fissures des murs. Les Vikings construisaient leurs maisons avec les matériaux locaux. Les maisons pouvaient être en planches de chêne fendues, tout comme elles pouvaient être en claies de bois tressées recouvertes de torchis. Les fenêtres étaient rares, vraisemblablement parce qu'il était plus important de protéger la maison du vent. Après leur journée de travail, les Vikings se délassaient peut-être en entonnant des épopées héroïques ou avec une partie de Nefatafel, un jeu de stratégie cousin des échecs. À l'époque viking, Haithabu était l'un des principaux carrefours commerciaux d'Europe du Nord. Les étals de ces marchés regorgeaient de marchandises. Les bijoux en argent, les armes et les outils forgés étaient très prisés. La monnaie n'était pas encore utilisée. On pratiquait le troc, notamment avec des perles de verre, de l'or et de l'argent. On utilisait également des morceaux d'argent provenant d'objets débités à coups de hache. Les fibules, des agrafes de vêtements en métal précieux, étaient très répandues. Élément de parure, cette fibule ronde permettait de fermer sa cape ou son manteau. Loin de leur réputation, les Vikings, mais aussi leurs esclaves, étaient très attachés à l'hygiène, comme l'attestent les découvertes archéologiques.
On a mis au jour des spatules, des pincettes et des bâtonnets pour oreilles, mais surtout un grand nombre de peignes. Cela nous apprend que l'on aimait se peigner, notamment pour se débarrasser des poux, qui étaient omniprésents. S'agissait-il par contre de soins d'hygiène quotidiens tels que nous les connaissons aujourd'hui? J'en doute. Les Vikings attachaient aussi de l'importance aux vêtements de qualité, le plus souvent en laine teinte ou en lin au tissage serré. Les barbares vikings étaient somme toute très civilisés. En parlant de vêtements, l'heure est venue de se glisser dans la peau de Viking. Il faut dire que le décor s'y prête. Oui. Linnea Bang-Madsen, bonjour. C'est vous qui enseignez la mode viking ici dans ce lycée. Qu'est-ce que nous portons exactement? Alors, nous allons commencer par les dames. Une femme viking portait généralement une robe tablier, une capuche, plus un cache-col en tricot. Les hommes portaient des bandes moltières en laine, une chemise de corps en lin, avec par-dessus une tunique en laine et aussi une capuche. J'aime la couleur. Oui, c'est un rouge obtenu à partir de la Garance. Mais cette teinture était réservée aux plus riches. Je vais vous montrer les couleurs qui étaient les plus communes à l'époque. Les teintures jaunes et vertes étaient très répandues, parce que les plantes utilisées se trouvaient en abondance dans la nature. D'ailleurs, je vous propose de réaliser vous-même une teinture végétale, comme à l'époque viking. Je vais vous donner de la laine. Ok. Et nous allons donc utiliser des plantes, c'est ça? Oui, nous avons des feuilles de chêne et de bouleau. Est-ce qu'il suffit de plonger la laine et les feuilles dans l'eau? La teinture a un petit côté magique. On ne sait jamais quelle couleur va sortir. Mais d'abord, il faut préparer le bain de teinture en ajoutant un mordant pour fixer la couleur sur la fibre. Maintenant que la teinture est lancée, j'ai une autre épreuve pour vous deux. Tout à l'heure, vous avez fabriqué des briquets à silex. Ça, c'est le mien, les vôtres sont là-bas. Le but est d'allumer un feu au-dessous de cette ficelle. Ok. Le premier qui brûle la ficelle a gagné. Dörte? Dörte, vous trichez là. Ah, il faut faire comme ça? Ah, désolé. La ficelle n'a pas encore brûlé, mais nous allons quand même déclarer Pierre gagnant de l'épreuve, puisque Dörte a triché et est disqualifié. Voilà, notre décoction est prête. Vous pouvez maintenant y plonger la laine et porter tout doucement le bain de teinture à ébullition. Notre laine ressemble à un plat de spaghettis qui va mijoter pendant 1 heure. Que d'efforts, dites-moi. Mais pour patienter, vous nous avez préparé quelque chose. Oui, avec Linnea, j'ai préparé des spécialités que les Vikings mangeaient l'hiver ou quand ils partaient en expédition. Le grand problème était la conservation de la viande, des fruits et des légumes. J'ai aussi cuit du pain, si vous voulez le goûter. Avec plaisir. Je me sers, hein? Oui. J'ai également préparé de la viande séchée aux herbes. C'est très salé et ça se conserve plusieurs années. Moi, j'ai envie de goûter aux pommes séchées. C'est croquant, comme des chips. Les Vikings emportaient ce genre de choses quand ils partaient en expédition? Oui, ils emportaient aussi du poisson. Les îles Lofoten, dans le nord du pays, sont réputées pour leur morue séchée.
À l'époque, les Vikings en vendaient dans le monde entier. C'est très pratique parce que le poisson séché pèse moins lourd que le frais, tout en conservant ses huiles et ses vitamines. Au sec, il se garde plusieurs années. Et c'est très bon. Combien d'années au juste? J'en ai déjà goûté qui avaient 10 ans d'âge. Merci beaucoup, Jeppe. Merci à vous. Merci. L'autre atout de ces produits séchés, c'est qu'ils prenaient peu de place à bord des navires de guerre vikings qui étaient tout en longueur. Dotés d'un fond plat, ces bateaux pouvaient aborder directement sur les plages lors des raids. Oui, ils étaient la grande fierté des Vikings. Ornés à la proue d'une tête de dragon, ces navires étaient maniables à souhait et ultra rapides. La seule vue de ces bateaux suffisait jadis à semer la terreur. Car c'est avec ces petites embarcations que les Vikings ont conquis la moitié de l'Europe. Leurs navires à fond plat se distinguaient par leur rapidité. Ils pouvaient atteindre une vitesse de 12 nœuds, soit 20 km/h. Pour découvrir comment les Vikings ont pu construire des bateaux aussi performants il y a plus de 1000 ans, direction le musée des navires vikings de Roskilde, au Danemark. Ici, des charpentiers construisent des répliques selon les techniques de l'époque, avec pour tout outillage des haches, des marteaux et des coins. Les hommes du Nord n'utilisaient pas de scie. Comme vous pouvez le voir, les planches sont façonnées à la hache en suivant l'orientation des fibres du bois. Cela permet d'obtenir des planches d'une solidité à toute épreuve. On est loin des planches régulières vendues dans le commerce, mais quelques coups de hache suffisent à corriger les aspérités. Ces planches souples sont à la base d'une technique de construction navale qui consiste à superposer les bordages à la façon des tuiles d'un toit. Quand les bordages sont superposés comme ça, on parle de bordage à clin. L'avantage de cette technique de construction est de doubler par endroits l'épaisseur des bordages. On a donc une double épaisseur ici, tout le long de la coque, ce qui rend le bateau particulièrement résistant et flexible. Aucun plan de construction de bateaux vikings n'est parvenu jusqu'à nous. Pour fabriquer des répliques d'époque fidèles, les charpentiers s'appuient sur une découverte qui remonte aux années 60. Il y a un peu plus de 50 ans, on a découvert dans le fjord de Roskilde, à 20 km d'ici, 5 navires vikings. Ils avaient été coulés délibérément pour protéger la ville des attaques ennemies. Par chance pour nous, il s'agissait de 5 types de navires différents. Nous savons grâce à eux que les navires de guerre étaient longs et étroits, avec un faible tirant d'eau, et que les navires de commerce étaient plus larges, avec une quille plus profonde. Nous nous trouvons actuellement sur le Howingston, ou l'étalon des mers de Glendalough, qui est la réplique du plus grand des navires de guerre qui ont été découverts. Le Howingston est un navire de guerre de type drakkar, 30 mètres de long, 3,80 m de large, pour un équipage de 70 hommes. À côté, un knarr, un navire de charge caractéristique de l'époque viking. Les grands knarrs pouvaient charger entre 20 et 30 tonnes de fret. Ils étaient utilisés non seulement pour le commerce avec l'Europe, mais aussi pour explorer de nouvelles terres. Sur ce type de bâtiment, les rameurs se tenaient debout. Ces navires étaient ouverts, non pontés, pour embarquer des familles entières, ainsi que du bétail, du bois, du fer, bref, des foyers entiers. Si ces navires de guerre et de commerce étaient les plus performants de leur temps, ils n'étaient pas la panacée pour les traverser en haute mer. La technique consistait à longer les côtes aussi longtemps que possible. Pour rejoindre l'Angleterre par la mer du Nord, par exemple, il fallait compter entre 2 et 3 jours de haute mer selon la météo. On attendait d'avoir le vent d'est dans le dos et le temps de la traversée, on essayait de se protéger tant bien que mal sous des couvertures de laine. Des conditions difficiles qui n'ont pas empêché les Vikings, tout à la fois guerriers, commerçants et explorateurs,
de pousser loin leurs bateaux à voile, jusqu'en Amérique. Ouf. 1 heure plus tard, Absolument magnifique. attends que l'eau s'égoutte complètement, on verra mieux la couleur. Si tu le dis. De mon côté, je crois que la teinture a pris. La laine blanche est devenue jaune. Et le bouleau a teint le gris en vert. Loin d'être ces barbares du Nord tant décriés, les Vikings avaient une culture riche. S'ils semaient la terreur au cours de leurs raids, ils aspiraient aussi à explorer le monde. L'Islande, le Groenland et 500 ans avant Christophe Colomb, l'Amérique. Si nous avons un peu de sang viking en nous, il ne doit pas remonter aux pillards, mais aux explorateurs bien sûr, puisque nous sommes curieux. Bien dit. Bon, c'est l'heure de se quitter. Salut. À la prochaine. Au revoir.